Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien en ce temps de canicule. Aujourd'hui, on va revenir sur l'étape numéro 11 de cette Vuelta. Étape qui n'a pas été passionnante, j'en attendais pas grand-chose, et je suis quand même déçu, on pourrait dire ça. C'est vraiment le type de format d'étape que je supporte le moins. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Et puis, on commence tout de suite. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à faire un super thanks également, si vous voulez soutenir mon travail. On commence tout de suite avec cette étape. Comment vous dire, j'en avais pas eu cette année, d'étapes comme ça. Je ne supporte pas, mais vraiment, hein, les étapes où il y a une échappée qui part, et ensuite il se passe plus rien quasiment jusqu'à la fin de journée. C'est pire pour moi, enfin, c'est vraiment des étapes où déjà en termes de vidéo, là, ce soir, j'ai pas grand chose à dire, mais vraiment. Et moi, c'est les étapes qui me font le plus chier. Et pourtant, j'ai pas vu longtemps d'étapes parce que ils sont arrivés tôt et moi j'ai failli me faire avoir, donc j'ai regardé vraiment que les 40 derniers kilomètres et je me suis quand même ennuyé. Il s'est rien passé quoi, quasiment aujourd'hui, et c'est le type de format d'étape où je sais qu'il va... Ce matin déjà j'étais pas très confiant sur le spectacle qu'on allait avoir, et ce soir je me dis que il n'y a pas eu de grand numéro, et je m'attendais à pas grand chose aujourd'hui, et encore une fois c'était pas top quoi. C'était pas top parce qu'on le sentait venir quand même, ce côté l'échappée va aller au bout, et encore elle a mis du temps à sortir cette échappée, hein. On a roulé quasiment à 49 à l'heure pendant 2 heures, c'est pour ça qu'on arrive un quart d'heure avant l'horaire prévu, hein. Aujourd'hui on a roulé très très vite. Mais très clairement, l'étape m'a... ce soir, je me dis, j'ai hâte presque d'être à demain. Et pourtant, demain, je peux dire que le parcours est pas dingue. Mais pour moi, c'est pire qu'un sprint. Ce type d'étape-là, c'est pire qu'un sprint où pendant 150 bornes, il ne s'est rien passé. Parce que dans un sprint, il y a beaucoup de choses à décrypter. Donc en analyse de vidéo, il y a beaucoup de choses à dire. Là, j'ai pas grand chose à faire quoi, hein. Y en a un qui était plus fort que les autres, c'est un peu il y en a un qui a un peu mieux géré que les autres au niveau de ses efforts, mais sinon ça a été assez tranquille aujourd'hui. Note de l'étape. Alors on peut noter par contre avant la note de l'étape un élément assez troublant encore aujourd'hui sur la Vuelta. J'ai envie de dire c'est une merde par jour, hein, au niveau de l'organisation. L'hélicoptère, hein. Parce que, alors, je sais pas si Caicedo aurait pas été repris parce qu'il commençait à être un peu lactique, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il était à fond, hein, Caicedo. Mais l'hélicoptère l'a pas aidé parce que l'hélicoptère volait très très bas. Pour tout vous dire, quand on commence à voir les panneaux de 350 mètres de l'arrivée bouger à cause des pales de l'hélicoptère, c'est qu'il est trop bas. Ça, c'est-à-dire qu'il devait voler vraiment très très bas. Et en plus, quel était l'intérêt que l'hélicoptère image vole aussi bas, vu qu'on était en forêt, donc aucune image d'hélicoptère n'était vraiment bonne. Voilà. En sachant que déjà les caméras hélico espagnoles sont pas, en termes de qualité d'image, c'est pas foufou quoi. Souvent, vous avez du mal à voir les dossards. Je sais pas quel matériel ils utilisent, mais c'est pas le même matériel que sur le Tour de France. La qualité d'image n'est pas aussi bonne. Mais surtout... Voilà quoi, putain, l'hélico, il avait rien à foutre à cet endroit-là, quoi. Le final, de toute façon, on pouvait pas le filmer par hélicoptère, donc il dégage, il se met direct à l'arrivée. Pas obligé de filmer comme un con, quoi. Enfin, c'est bon. Du mal à comprendre, encore une fois, ce genre de problème. Mon note de l'étape, j'ai mis 3 sur 20. Je crois que c'est la moins bonne note. Pourtant, sur le Giro, il y a eu des purges, hein, mais cette année, il y a eu vraiment des étapes pas dingues. Mais là, c'est vraiment le format d'étape que je supporte pas. Vraiment, c'est... Là, c'est un truc aussi personnel, quoi. Je ne supporte pas... Je préfère une journée de 150 bornes avec un sprint que ça. Enfin, un sprint sur le plat que ça. Parce que le sprint, ça se fait à la pédale. Enfin, c'est vraiment que du physique. C'est pas vraiment du placement... Enfin, c'est pas tant que ça du placement. Donc, c'est pas... Enfin, Herrada, c'est bien positionné, a bien géré. Mais en gros, il était aussi le plus fort, je pense, aujourd'hui.
sur cette étape. Donc c'est un combo des deux qui a fait qu'il a dominé autant Romain Grégoire. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top aujourd'hui, le vainqueur du jour, José Herrada. Non, c'est pas José, c'est Rezus. Aujourd'hui, le coureur de la Cofidis, faut pas confondre les deux. Rezus a un plus gros palmarès que José, et surtout ces dernières années, on a beaucoup plus vu Rezus que José. Rezus, très bon aujourd'hui, mais je l'ai vu, c'est à 4 bornes de l'arrivée, je l'ai vu, il était un peu derrière dans le groupe, je me suis dit, il est capable de le faire ce con. C'est vrai, parce que je me suis rappelé de l'étape de l'année dernière, sur un format où c'était aussi une petite arrivée en bosse, et je me suis dit, il s'est pas passé grand chose. Moi j'avais dit, Geraint Thomas c'est pas la bonne carte pour Ineos, donc à partir de ce moment-là, pour moi, Geraint Thomas, soit il fallait qu'il tente de partir de loin, mais au sprint, il pouvait pas aller les chercher. Et après, je me suis dit, soit Caicedo tient, soit t'as Herrada ou Romain Grégoire. Et Herrada, faut se méfier du petit Espagnol. Et je trouvais qu'il se positionnait beaucoup mieux, il était beaucoup plus caché que Romain Grégoire. Romain Grégoire avait tendance à moins se cacher. Je pense que Romain Grégoire aussi, à un moment, il a souffert quand Ghana a vraiment accéléré sur la fin de son relais. J'avais l'impression qu'il souffrait un petit peu, alors que Herrada, il était un peu plus loin, donc il a un peu plus, il a fait un effort un peu plus linéaire à ce moment-là. Et ça se joue peut-être là, ça se joue peut-être au placement aussi, parce qu'il a dû manger un peu moins de vent. Rezus Herrada, surtout, il a fait ce qu'il faut faire dans une grosse échappée comme ça. Quand tu fais partie des outsiders, il s'est fait oublier. Eh oui, et il s'est très bien fait oublier. Mais l'année dernière, c'était une grosse échappée. On l'avait vu que dans le final. Il a un peu une science de la course quand même, hein, de temps en temps, Herrada. Et là, ouais, il a été très bon. Mais j'ai pas regardé trop le palmarès d'Herrada. Mais il a un beau palmarès déjà, Herrada. Hein. Parce que 3 victoires d'étape sur la Vuelta, un Tour du Luxembourg, la Mont Ventoux dénivelé challenge, le Tour du Doubs, deuxième d'un Grand Prix de Montréal, classique Grand Besançon. Il a 21 victoires chez les professionnels et 13 grands tours, et donc 3 victoires sur le Tour d'Espagne. Contrat jusqu'en 2025 avec le Cofidis. Et c'est un coureur qui est toujours très performant. Très très performant. Et c'est vrai qu'il a obtenu ses résultats avec la Cofidis. C'est un coureur qui a mis du temps à être performant, parce qu'à la Movistar, il avait plus un rôle d'équipier, à part sur les classiques où il n'y avait pas Valverde, où il avait un rôle de leader. Et c'est vrai que chez Cofidis, on lui a confié beaucoup plus un rôle de leader, et on voit que ça a fait la différence. Et il a parfois fait également 20e du Tour de France 2019 au niveau du général. Mais c'est vraiment une course, le Tour d'Espagne, où il a de la réussite. Parce qu'en 2021, il fait 2e d'une étape. Donc voilà. Mais l'année dernière, déjà, c'était à peu près le même principe. Et il n'a fait qu'un seul Tour d'Italie dans sa carrière, en 2015. Mais c'est un coureur en qui on croyait pas des masses chez Movistar. Parce que tu vois, il a commencé sa carrière chez Movistar en 2011. Puisqu'il a commencé chez Cara Rural Amateur et ECP Alumids San Jordi. Et ensuite, il est passé chez Movistar en 2011. Et il a fallu qu'il attende 2015, c'est-à-dire 5 saisons, pour être sur un grand tour, quasiment, ce qui est très long. Et je pense que Movistar n'a pas assez cru en lui, à un moment dans sa carrière, dans ce rôle de puncher-grimpeur, baroudeur. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, à 300 mètres, là, quand je lui ai dit, c'est bon, c'est pour lui. Puisque Grégoire, il était à fond, et puis en plus, Grégoire il nous a fait un sprint dégueulasse. Lui, il sait sprinter. Et dans ce type d'arrivée-là, dans une échappée, il est très très costaud. Et donc, belle victoire d'étape pour Herrada. Et puis, c'est bien pour Cofidis, parce que cette année, belle saison pour Cofidis sur les grands tours. Hein. Que ce soit sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne, notamment la victoire de Victor Lafay. Ça s'est plutôt bien passé quand même sur les grands tours. Très intéressant. Puis ça montre là encore que Cofidis, ça travaille bien chez Cofidis depuis quelques années. C'est une équipe qui fait vraiment des très très belles choses. Et je pense que on a beaucoup critiqué Cédric Vasseur, mais les résultats sont là.
maintenant. Alors il a peut-être des méthodes particulières, mais les résultats sont là, du côté de Cédric Vasseur. Donc il y a peut-être des mecs qui ont un management qui est plus classique, mais qui n'ont pas ces résultats-là. Donc surtout avec, encore une fois, le budget de Cofidis, qui n'est pas un budget à 25 millions d'euros, hein, Cofidis. Donc non, c'est vraiment du bon boulot et Rada, très bon. Très bon, très bon, très bon, très bon, hein, depuis plusieurs années. Hein, c'est pas une surprise. Euh, et quand on voit également sur le Tour de France 2 victoires d'étape, on se dit, bon, Cofidis, oui, ça a été du costaud et ça marche bien. Ça a mis un petit peu de temps, mais là, ça marche bien, parce que je rappelle, sur le Tour de France, l'étape de Ion Izagirre, voilà, qui n'est pas sur ce Tour d'Espagne. Mais c'est une équipe voilà, qui fait vraiment du très très bon boulot. Et puis, bon, il y a quelques recrues qui vont peut-être arriver, même ils perdent la fait, mais bon, vu le salaire demandé, si c'est vraiment la réalité, heureusement qu'ils ne se sont pas alignés, parce que la fait, ça reste quand même un coureur qui a certes gagné une étape sur le Tour de France, mais ça reste un coureur qui est irrégulier en termes de performance. Donc je peux comprendre qu'ils ne se sont pas alignés. Et puis après, bah, tu vois que c'est une équipe qui marche bien. Voilà, ça tourne du côté de cette formation, avec un Guillaume Martin qui a fait quand même top 10 sur le dernier Tour de France. Non, ça marche, et puis il y a des points derrière. Donc des points UCI, c'est quand même une équipe qui est 12e au classement UCI. Pas dégueu, hein, pour le budget de Cofidis. Donc vraiment bien. On me poursuit avec Romain Grégoire. Romain Grégoire, il va falloir qu'il apprenne à faire un sprint avec les mains en bas. Et il nous a fait un magnifique sprint avec les mains sur les cocottes. Et ça c'est dégueulasse. Ça c'est pas beau à voir. Le sprint avec les mains en haut des cocottes. Bon, je me suis dit, putain, mets les mains en bas, bordel. Mets les mains en bas du guidon. Non, il avait les mains sur les cocottes. Bon. De toute manière, je pense que même s'il avait mis les mains en bas du guidon, ça n'aurait pas suffi. Là, l'expérience a dû jouer entre Herrada et Grégoire. Grégoire quand même reste un jeune coureur. Les jeunes coureurs ont parfois du mal quand l'échappée met du temps à sortir. Ensuite, ils s'en sortent souvent moins que les coureurs d'expérience. Dans ce type d'échappée-là, ça fait comme depuis quelques temps qu'on a maintenant des échappées qui mettent du temps à sortir. On s'aperçoit que les coureurs d'expérience s'en sortent souvent mieux que les petits jeunes. Regarde Ion Izagirre l'année dernière. Enfin, cette année sur le Tour de France, c'est ça. Carapaz aussi, l'année dernière sur la Vuelta, parfois c'était des échappées qui mettaient du temps. Parce qu'il y a plus d'expérience sur la gestion de l'effort, sur la gestion de la nutrition, sur le fait de savoir se cacher. Romain Grégoire s'est pas énormément caché. À des moments, il était même à l'avant de la course. Enfin, l'avant du groupe d'échappés. Alors qu'un Herrada, encore une fois, on ne l'a pas vu. Peut-être aussi que Romain Grégoire a peut-être souffert d'un statut de favori un peu plus important que Herrada dans l'échappée. Je pense que dans certaines équipes, on a pointé Grégoire, on a pointé Geraint Thomas, on n'a pas pointé Herrada. Voilà. Et pourtant, il faut toujours se méfier de Jesus Herrada, mais c'est un coureur qui est moins dans les petits papiers. Peut-être de certains managers sportifs. Et puis après, bon, ça s'est fait à la pédale et il ne pouvait pas suivre le rythme de Herrada. C'est quand même intéressant d'être dans une échappée à cet âge-là pour sa première Vuelta, et surtout qu'il avait été assez discret jusqu'à maintenant. Romain Grégoire, je l'avais même un peu reproché. Bon voilà, à 20 ans, prendre une échappée sur un grand tour, c'est forcément de l'expérience en plus. Et puis il y aura encore des opportunités, je pense, pour Romain sur la suite de la course. Si on regarde la suite de cette Vuelta, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a des opportunités pour un coureur comme lui, avec ce profil-là, étape 11, si je redescends, là ça sera trop dur. Lecumberri, pourquoi pas. 2500 mètres de dénivelé positif, ça peut le faire. La montée de Bérès aussi, parce que ça reste une montée de deuxième catégorie au lendemain de la journée de repos.
On a quoi? On a ensuite Langley-Roux, non. Cruz de Linares, non plus. Guadarrama, tout dépend si les leaders sont encore dans le coup et pas, parce que c'est un mini Liège-Bastogne-Liège, au final. Ouais, il y a encore... Je dirais qu'en opportunité, moi, il y a Bérès et les Kungberry. Donc l'étape 15 et l'étape 16, c'est 2 opportunités pour le profil de Romain Grégoire. Donc il y a encore de quoi faire, je pense, pour Romain sur ces opportunités, sur ces étapes-là. Je termine avec Sepkus. Pourquoi je mets Sepkus coureur au top? Tant qu'il n'est pas attaqué, Sepkus, il est toujours en maillot rouge. Plus les jours passent, plus il a de chances d'aller au bout avec ce maillot rouge. Je pense qu'il y a certains coureurs qui sous-estiment Sepkus. Je sais qu'en 3e semaine, on ne sait pas comment il va réagir physiquement. Je rappelle juste que le fait de faire les 3 grands tours, c'était prévu en février par la Jumbo. Parce j'avais fait part de mon étonnement que c'était prévu dans son calendrier de faire les 3 grands tours. J'avais dit, s'il le fait, c'est couillu quand même de la part de la Jumbo. Je crois qu'on en avait parlé, c'était mi-février, un truc comme ça. Sepkus, si ça a été préparé en amont par la Jumbo, il va peut-être pas exploser complètement non plus en 3e semaine. Il faut pas attendre qu'il explose. Il faut pas se dire j'attends qu'il explose donc j'attaque pas. Non, il faut être offensif. Ses adversaires n'ont pas été offensifs, donc c'est une force pour Sepkus. Et surtout, si tu le fatigues pas, tu ne l'épuises pas, il sera devant. Alors, est-ce qu'on commence déjà à faire les comptes d'apothicaire? Je trouve ça dommageable. Qu'il y ait eu que Heitebrook pour tenter. Je pense qu'il y avait notamment chez UAE un coureur qui pouvait essayer aujourd'hui. Vu l'arrivée qui était plutôt propice puncher, plus d'un qui aurait pu tenter quand même sa chance par rapport à Sepkus, parce que Sepkus est quand même un grimpeur. Donc sur une montée sèche comme ça, c'est peut-être pas forcément l'exercice qu'il aime le plus. Donc il aurait peut-être fallu le tester pour se dire, là aujourd'hui j'ai peut-être pas repris de temps, mais je sais qu'il aime pas les montées sèches, donc pour l'étape de Bérès par exemple, et là je tenterai ma chance de manière plus importante. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bon, après j'espère que les coureurs ne seront pas déçus sur la suite de la course. On passe au bonnet d'âne. Je commence avec Ineos. Je ne comprends pas la stratégie d'Ineos aujourd'hui de rouler pour Geraint Thomas. C'était pas la bonne carte pour aujourd'hui, Geraint Thomas. Je suis désolé, mais Geraint Thomas, il a jamais été bon sur les montées sèches. Il n'a jamais eu un profil grimpeur puncher. C'est pas Irada, c'est pas Romain Grégoire, c'est pas même un Ayuso, c'est pas Kevin Vauquelin, c'est pas un Vlasov même qui est meilleur dans ce genre de situation. C'est plutôt un grimpeur qui aime les montées longues. Déjà, il aime les montées qui durent 15-20 km. C'est pour ça que j'ai déjà été surpris qu'il soit sur cette Volta, parce que c'est pas le profil de montée qui lui convient le mieux. Mais surtout, on a mis Ghana à rouler. On aurait peut-être pu tenter autre chose avec Ghana. Je sais pas, mais bon. On aurait peut-être pu tenter une attaque de Ghana, aujourd'hui. Plus que de le faire rouler à un train d'enfer dans la montée finale. Et un train qui n'a pas été suffisant pour éparpiller les adversaires de Geraint Thomas. Moi, j'aurais peut-être plutôt tenté d'attaquer avec Filippo Ganna, et puis derrière de bloquer les situations de contre un maximum avec Geraint Thomas. La montée était trop courte pour Geraint Thomas, et je pense que la stratégie n'était pas la bonne. Voilà. C'est dommage parce que aujourd'hui on a consommé énormément d'énergie pour Ganna. Peut-être que demain Ganna ne pourra pas faire le sprint à cause de ça et être performant sur le sprint pour finir 5e de l'étape. Pas exceptionnel, Donc je trouve ça dommageable qu'on n'ait pas tenté une autre stratégie, parce qu'aujourd'hui pour moi Geraint Thomas, c'est pour ça que par exemple ce matin j'avais pas mis Romain Bardet par exemple parmi les favoris, parce que Romain Bardet il n'aime pas les montées sèches. J'avais pas mis forcément des purs grimpeurs ce matin dans mes favoris. J'avais mis Lopez, encore que des purs grimpeurs, mais j'avais mis Vauquelin par exemple qui a des qualités de puncher. J'avais mis Fraile par exemple chez Ineos. Pourquoi j'avais mis Fraile? Pour moi Geraint Thomas, je l'ai dit dans les commentaires, je le vois plus en échapper sur le Tourmalet, parce qu'il y a un enchaînement de cols,
Tourmalet ou le lendemain même, il y a un enchaînement de cols, ce sont des longs cols qui correspondent plus à ses qualités. Pour moi aujourd'hui chez Ineos, si j'avais mis un mec forcément à prendre dans l'échappée, j'aurais mis Fraile. Parce que Fraile, qualité de puncher. Et là aujourd'hui, il fallait des qualités de puncher. En fait, la partie difficile, c'était 1,5 km, 2 km. C'était pas très long, vraiment le passage le plus difficile. Et c'était pas non plus du 20%. C'était 12-13. Donc, je pense pas que c'était suffisant pour Geraint Thomas. Alors peut-être que lui, il voulait être dans l'échappée pour se refaire la cerise du chrono qui a été compliqué pour lui avec la crevaison, mais je pense pas que c'était une bonne idée. Deuxième bonne idée, Kevin Vauquelin. Vauquelin sur cette Vuelta, c'est quand même très discret quand même pour le moment, Kevin Vauquelin. Alors Arkea, en général, est très discret sur cette Vuelta. C'est là où on voit les faiblesses de l'effectif qui ressurgissent de manière encore plus importante parce que il aurait peut-être fallu prendre d'autres coureurs. C'est vrai qu'on n'a pas vu Hochstetter, on n'a pas vu Vauquelin non plus depuis le début de la course. C'est une déception, mais depuis ses problèmes de hanche, donc c'est ce qui m'inquiète un petit peu parce que il n'a pas l'air de retrouver des sensations, il n'a pas l'air de revenir au top. Là aujourd'hui, je me disais tiens, il part dans l'échappée, Vauquelin. C'est un peu comme Skelmos, quoi. C'est des coureurs qui sont capables de faire la différence dans un petit sprint en comité. Je me disais, sur une montée comme ça sèche, ça correspond bien à ses qualités pour se remettre dedans dans la course. Sauf qu'il n'est même pas dans l'échappée. Et en fait, le seul coureur qui est dans l'échappée pour Arkea, c'est Ovzian. Tu sais qu'avec lui, tu n'iras pas au bout, donc c'est un peu dommageable, quoi. On n'a pas vu énormément ce maillot jaune de Arkea depuis le début de la course. Et Vauquelin, il n'est pas dedans sur ce Tour d'Espagne, mais bon. C'est une année qui est compliquée, il a du mal à confirmer, depuis le Romandie, encore une fois, il a du mal à confirmer les résultats de l'année dernière. Mais comme certains jeunes coureurs qui étaient hyper prometteurs l'année dernière et qui ont eu un petit peu plus de mal cette année. Et qui ont eu un petit peu du mal à soit ouvrir leur compteur. C'est vrai qu'Olaf Koy, il a mis un petit peu de temps avant d'ouvrir son compteur sur la saison 2023. On le dit pareil. Il y a plein de jeunes coureurs qui ont un peu souffert cette année, qui n'ont pas réussi à... Alors, Olaf Koy, là, il finit très fort l'année. C'est pas une déception. Et Arnaud Delis a bien rectifié le tir aussi. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelques jeunes coureurs qui ont eu du mal cette année, qui n'ont pas forcément confirmé les espoirs que j'avais placés en eux. Et Vauquelin, ça fait partie de cette liste-là. Et puis, je termine avec Ayuso. Oui, pourquoi Ayuso ? Parce que hier, il a perdu quand même un petit peu de temps sur certains coureurs sur le contre-la-montre. Et je me disais, j'avais mis Roglic, mais Ayuso aujourd'hui, ça pouvait le faire. Voilà. C'était pas Roglic, j'ai attaqué Sepkus. C'était aux autres équipes. Je me dis qu'ils ont peut-être quand même raté une opportunité chez UAE, parce qu'ils ont 2 cartes chez UAE. Donc tu pouvais attaquer avec Ayuso, voir ce que ça donne, voir ce que faisaient les Jumbo, et puis ensuite, faire autre chose avec Almeida, laisser Almeida derrière. Alors, est-ce que chez UAE, ils ont eu peur de tenter cette stratégie-là et de mettre Almeida dans le rouge ? Parce qu'on sait que c'est le problème de Joao Almeida, c'est que c'est pas forcément un spécialiste sur les montées très courtes, mais à ne rien tenter, on ne gagnera pas la course non plus chez UAE. Il va falloir à un moment prendre le taureau par les cornes. C'est pas en suivant les Jumbo qui vont reprendre plus d'une minute de retard. Donc il va falloir vraiment s'activer maintenant. Et là aujourd'hui, ça pouvait être une bonne étape pour lancer la bronca, lancer l'opération maillot rouge pour Ayuso, qui je rappelle l'année dernière a fait 3e. Et là, il y avait peut-être quelque chose à tenter quand même. Enric Mas aussi, par exemple. Il y avait des coureurs qui devaient tenter des choses parce qu'on n'a pas roulé très vite du côté du peloton dans la montée finale et qu'on l'a un peu escamoté aujourd'hui. Il faut bien très clairement le dire. Bon, je crois qu'on a tout dit dans cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Il va y avoir pas mal de contenu. Alors peut-être pas ce soir, parce que avec la chaleur, j'ai pris un petit peu de retard. Mais demain, F1 moto, j'ai enregistré, c'est pas encore monté.
Il y a le groupe A est déjà enregistré pour la Coupe du Monde de rugby. Je vais voir si c'est pas ce soir que je vais enregistrer les 3 autres groupes. Comme ça, je montrerai tout demain matin. Il y aura beaucoup de montage demain matin et beaucoup d'upload sur la chaîne et vous aurez beaucoup de contenu donc jeudi. Donc la cloche ou faites un petit tour sur la page de la chaîne demain parce qu'il y aura du contenu. Voilà, il peut y avoir genre 4-5 vidéos qui arrivent d'un coup, hein, donc soyez pas surpris. Au niveau des notifications, ça va faire merder YouTube, ça. Donc n'hésitez pas à regarder la page de la chaîne demain. Donc demain 7h, présentation de l'étape, ça c'est déjà enregistré, c'est déjà en ligne. Et puis nous on fera le débrief à 21h. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.